Euh, Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez mettre un petit message dans le chat si vous m'entendez bien. Très bien, Magnifique. Désolé pour les super. 2 minutes de retard, en fait. On était connectés, mais on n'avait pas lancé la réunion. Du coup, on se faisait un monologue, mais magnifique. Donc, c'est bon, ça enregistre. Je vais vous partager l'écran. Donc, on va pas trop traîner, on va y aller directement, parce que déjà, on a pris 2 minutes de retard. Est-ce que vous voyez mon écran? Magnifique. Ok, donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va échanger sur les analyses hors bilan à effectuer avant d'acheter une officine. On sait très bien, en préambule, on sait très bien que bon, toutes les pharmacies sont singulières, sont particulières. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous donner dans les grandes lignes les choses qu'il faudrait absolument checker de notre point de vue avant de finaliser enfin, un projet d'acquisition. Donc, les objectifs du webinaire, donc comprendre les éléments hors bilan qui impactent la valeur réelle d'une officine, parce qu'on est d'accord que la valeur ne se mesure pas que sur les comptes annuels. Ensuite, identifier les risques invisibles derrière les chiffres classiques, les chiffres comptables, ça on est OK. Sécuriser la rentabilité réelle. Donc, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de médicaments dits chers qui peuvent affecter énormément la rentabilité d'une officine. Tout ça, on va en parler. Les risques majeurs, les erreurs majeures de valorisation et prendre des décisions éclairées pour établir une stratégie d'achat adaptée et sécurisée. Donc, on va se présenter. Je te laisse, Emma, te présenter rapidement. Bonjour à toutes et tous. Ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Donc, moi, Emma Favrechex, je suis avocate. Je suis inscrite au barreau de Lyon et j'exerce en droit des sociétés en transmission d'entreprise. Donc, j'accompagne les porteurs de projets en matière de structuration de leur activité et dans les projets de reprise, spécifiquement dans le domaine pharmaceutique. Donc, j'ai beaucoup de jeunes porteurs de projets, en tout cas jeunes dans le début de leur réflexion, que j'accompagne sur le projet d'acquisition de leur première officine, et puis tout au long de la vie de leur entreprise, de leur officine. Donc, par exemple, dans un projet de transfert, en vue d'un regroupement, en vue d'une session pour une installation au sein d'une autre officine. Voilà. Magnifique. Alors, moi, je me présente rapidement. Rabon Ahmed, expert comptable. Donc, j'ai accompagné pas mal de professions de santé, en particulier des pharmacies, dans mes précédentes expériences avant de m'installer à mon compte il y a 2 ans. On va animer tous les deux, on va co-animer tous les deux ce webinaire. N'hésitez pas s'il y a des questions, on sera là pour répondre. Alors, les slides, je sais pas encore. On va voir, faut qu'on discute. On n'a pas discuté de ça. On verra si on vous les transmet. Ce qui est sûr, c'est que normalement, vous aurez accès au replay. Maintenant, les slides, c'est pas sûr. Ensuite, donc on a décomposé en fait ce travail-là, ce webinaire-là sur 6 points. Donc l'environnement médical et l'indépendance du chiffre d'affaires, la fameuse MDL, la marge dégressive lissée, l'analyse sociale et masse salariale. On va voir qu'il y a pas mal de points quand même qui reviennent tout le temps et qu'il faut bien baquer. Le bail commercial et l'emplacement. Ça, Emma va bien parler de ce point-là. Stock et les méthodes d'inventaire, parce que effectivement, le stock, c'est un gros sujet. C'est un stock qui, naturellement, enfin, de base, il est cédé par crédit vendeur, mais il faut bien l'analyser, ce qu'on reprend. Ensuite, bah, les remises commerciales et les groupements. Attention, les contrats, faut bien vérifier ce qui peut être repris par le futur titulaire ou pas. Pour le point numéro un, donc l'environnement médical et la stabilité du chiffre d'affaires. Donc, première analyse, bien sûr, c'est chiffre d'affaires. Regardez un peu ce qui est médicaments. Le poids un peu du chiffre d'affaires de 2,10%.
en taux de TVA. Si bien sûr, il y a un gros taux, ce qui est normal, mais attention, si la pharmacie dépend uniquement de médicaments, ben, c'est potentiellement un risque, mais aussi ça peut être aussi un axe d'amélioration pour le futur titulaire. Regardez bien la partie parapharmacie. Attention, aussi les médicaments qui se vendent sans ordonnance. Le point numéro 2, la dépendance au prescripteur, ça on le dit tout le temps. Renseignez-vous sur comment il obtient, comment il vend ces médicaments. Ça vient, c'est qui c'est qui génère des ordonnances. Faut voir, faire très 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 attention parce que si demain une pharmacie tient avec, grâce à 3, 4 prescripteurs et que la moitié vont potentiellement partir à la retraite bientôt ou quitter la ville en question, il y a un risque. Ensuite, les collectivités et les contrats. Donc, il faut identifier les ventes, tout ce qui est vente, maison de retraite, collectivité, parce que souvent, ce sont des contrats intitulés personnels. Donc, c'est pas forcément, ça sera pas forcément repris parce que vous avez acquis, enfin, le fonds de commerce ou les titres, quoi. Je sais pas si, Emma, tu voulais rajouter un point là-dessus. Oui, alors déjà sur les contrats collectivités, il faut regarder si c'est des contrats écrits ou pas, parce que en principe, ce sont censés être des contrats écrits, hein, c'est ce qu'on appelle pour les personnes qui sont pharmaciens qui nous écoutent, en fait, le chiffre d'affaires PDA, préparation de dosés administrés. Théoriquement, ce sont des contrats écrits. Dans la vraie vie, il arrive, surtout quand les relations sont anciennes, qu'il n'y ait pas de contrat écrit. Donc, s'il n'y a pas de contrat écrit, en principe, on valorise pas trop ce chiffre-là. Et s'il y a des contrats écrits, bien vérifier jusqu'à quand ils sont valables et est-ce qu'ils sont toujours valables à la suite d'une cession d'un fonds de commerce ou même des titres d'une société. Voilà. Ensuite, important de se renseigner sur les deux derniers points, les projets locaux. Donc ça, faut se rapprocher de l'ARS, mais parfois aussi de la ville, qui peut aussi vous renseigner si jamais il y a des projets d'installation ou il y a des projets aussi de départ. L'urbanisme, quand j'avais fait un des posts là pour parler du webinaire, il y avait une pharmacienne qui avait mis un commentaire qui était très pertinent, qui m'a dit moi je me suis retrouvé avec du jour au lendemain avec des travaux devant mon officine, ce qui a beaucoup impacté le passage, etc. Donc renseignez-vous pour ne pas avoir de surprise. Il faut bien se renseigner sur les projets qui vont avoir lieu et dans la ville et des potentielles installations de centres médicaux ou de transfert d'officine aussi. Donc ça, c'est l'ARS la plupart du temps, mais aussi la ville enfin la ville peut aussi vous donner un certain nombre d'informations. Au niveau des marketplaces, il faut savoir que c'est autorisé. On faisait le point tout à l'heure. Emma, il m'a dit qu'il connaît une pharmacie à Lyon qui fait beaucoup de marketplaces. Donc ça, c'est autorisé. Mais il faut bien l'analyser, il faut bien évaluer le poids que ça a sur le chiffre d'affaires et le prendre en compte dans la valorisation globale. Est-ce que sur ces 5 points, Emma, tu voulais rajouter autre chose? C'est très bien, c'est sur Ok, la première on slide. y va. Donc pour maintenant, deuxième point, les médicaments chers. Donc ça, c'est le fameux sujet, principal sujet sur les pharmacies. Donc les seuils, c'est 1930. Il faut pas juste dire la pharmacie fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis c'est tout. Je valorise parce que Interfimo disent que c'est 75% du chiffre d'affaires. Voilà, donc on fait 75% de 3 millions. Donc là, on a déjà fait l'évaluation de la pharmacie. Attention, les médicaments chers, ça a un poids important parce que on sait que au-delà de 1930, ben, la marge, elle est quasi nulle. Faites attention parce que une pharmacie qui fait 3 millions avec 500 000 euros de médicaments chers, c'est pas la même chose qu'une pharmacie qui fait 3 millions avec 100 000 euros de médicaments chers. Le poids, c'est pas le même, c'est pas du tout la même, et surtout la rentabilité. Parce que ben, il y a un effet de dilution de la marge qui est engendré par ces médicaments chers. Donc, faut surtout le prendre en compte au niveau de la valorisation et euh, évaluer aussi
le, d'une année à l'autre, comment ça a évolué, l'impact des médicaments chers. Si on sait que d'une année à l'autre, ça a multiplié par 3, faut savoir pourquoi. Si c'est stable, bon, on sait que globalement, sur les 3 dernières années, c'est quasiment la même chose, donc on va en prendre en compte pour la valorisation. Attention pour les pharmacies en centres commerciaux. Donc le bail, ça, Emma en parlera mieux que moi, mais en gros, au niveau du bail, généralement, il y a souvent un déplafonnement, enfin, quelque chose qui fait que à partir du moment où on atteint un seuil de chiffre d'affaires, on dépasse un seuil de chiffre d'affaires, bah, ça enclenche un loyer qui est variable. Tu voulais rajouter un truc dessus, Emma? Oui, bah, on en parlera peut-être un peu plus dans le détail sur quand on parlera du bail. Effectivement, les loyers variables, c'est des gros sujets parce que, en fait, vous avez un loyer fixe. Par exemple, vous payez 60 000 euros de loyer à l'année et plus, par exemple, 2,5% de votre chiffre d'affaires. Et la grosse difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que bah, les foncières qui gèrent les centres commerciaux Carrefour, Auchan, Leclerc et compagnie, ne connaissent pas le secteur de la pharmacie et donc du coup ne savent pas ce que c'est qu'un médicament cher et ils comprennent pas qu'on puisse pas payer 2% et demi, 2% et demi d'un produit que vous vendez 10 000 euros à votre patient, euh, alors que en fait bah, dessus vous avez une marge qui est quasi inexistante. Donc c'est un gros sujet, les loyers variables, enfin l'assiette du loyer variable avec le médicament cher. Alors, je réponds juste à la question. Alors, que signifie une pharmacie qui fait de la marketplace? Ben, en fait, la marketplace, c'est quand on va en ligne. Il y a pas mal de pharmacies qui vendent en ligne des produits. Moi, je me rappelle, quand mon fils était nourrisson encore, j'achetais souvent des sérums physiologiques très particuliers, là, les 10 millilitres, je les achetais en ligne, quoi. Et c'était livré, enfin voilà. Donc, marketplace, c'est des gens qui vendent en ligne. Et dit comment ça, quasiment 100 euros, soit un taux de marge d'autant plus mauvais que le prix est élevé, mais la marge en euros est très bonne. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, c'est que 80, ouais, j'ai compris. 80, ouais, 92. En gros, vous dites que la marge, c'est certes 100 euros par boîte, c'est 100 euros par boîte, mais que, en fait, si on compare par exemple à une boîte de Doliprane à 2 euros et quelques, et ben en fait, le prix, la marge en euros, elle est bonne. Le seuil du CERN n'est pas un déclencheur du déplafonnement du loyer. Non, je pense que Rabat parlait pas de déplafonnement, Non, il parlait du loyer variable. c'est du Parce que pour le variable. coup, voilà, dans un certain nombre de baux, euh, le loyer variable ne s'applique qu'à partir d'un certain montant de chiffre d'affaires. Parfois, il y a même pas parfois, il y a même pas de seuil de chiffre d'affaires. Je pense par exemple à des baux que j'ai étudiés récemment sur des dossiers de pharmacie de centre co qui étaient gérés par la foncière Clépierre. Là, il y a carrément écrit qu'en fait, bah, par exemple, 60 000 euros plus 2% et demi, c'est ce qui était directement indiqué, sauf que c'était 2% et demi du chiffre d'affaires sans distinguer le chiffre d'affaires lié ou non aux médicaments chers. Et c'est ça qui est véritablement problématique. Ensuite, oui, effectivement, j'ai mis du temps à expliquer ce que c'est le marketplace, mais ouais, pour faire simple, c'est du e-commerce. Ensuite, je te laisse la parole pour l'analyse sociale. Alors sur le social, il y a plusieurs points à vérifier. Il faut d'abord vérifier en fait aujourd'hui quelle est la structure actuelle de l'équipe. Est-ce que par exemple vous avez le nombre de pharmaciens requis, le nombre de diplômes par rapport aux seuils légaux, donc au montant du chiffre d'affaires de la pharmacie hors produits très chers, puisque par définition, s'il vous manque un ou plusieurs pharmaciens adjoints, bah forcément, quand vous allez devoir travailler votre prévisionnel, votre business plan, vous allez être obligé de retraiter en fait bah, ce prévisionnel, retraiter en fait la masse salariale du coût supplémentaire qui est nécessaire pour pouvoir embaucher un pharmacien. Ça, c'est le premier point. Examiner également la masse salariale actuelle. Donc, parfois, il nous manque des pharmaciens ou il nous manque du personnel. Et parfois,
on a trop de masse salariale. Ça arrive aussi. Et donc, ça pèse sur la rentabilité. Et j'en dirai un mot tout à l'heure, puisque si on a trop de masse salariale, on peut pas dire bah, on va reprendre la pharmacie et puis après la vente, on licenciera ceux qui sont en trop. Ça, c'est pas possible. Il faut prendre en compte également l'ancienneté des salariés et leur âge. Pour ça, pour les pharmaciens qui étudient des dossiers qui vous sont présentés par des cabinets de transmission, souvent vous avez les fiches de paye des salariés, vous regardez, il y a leur numéro de sécurité sociale dessus. Tous ceux qui ont un numéro qui commence par un ou 2 et puis après qui est à partir de 60, en général, il faut être vigilant là-dessus parce que ça veut dire potentiellement un départ à la retraite dans les 2 ou 3 prochaines années. Et un salarié, si vous achetez un fonds de commerce, un salarié qui part à la retraite dans un an mais qui a 30 ans d'ancienneté, si on n'écrit rien dans l'acte, c'est tout pour l'acquéreur. Donc c'est vraiment super important de bien identifier ce point. Auditer également les contrats de travail pour identifier éventuellement les risques prud'homaux en cas de rupture des contrats de travail. Vérifier que les personnes, bah, par exemple, que les personnes qui servent, elles aient le diplôme pour servir, en fait, tout simplement. Quelqu'un qui fait office de préparateur, bah, il faut regarder s'il est préparateur, s'il a ce diplôme. Et tout ça va permettre d'anticiper les risques certes humains et aussi les risques financiers dans le cadre de la reprise. Euh, Est-ce que tu peux passer la slide Oui. d'après, s'il te plaît? Merci beaucoup. Et oui, donc je voulais vous faire peut-être un petit focus sur la rupture des contrats de travail. Ça va concerner tant les pharmaciens qui sont dans un projet de reprise, mais c'est aussi, je pense, très important que tous les acteurs du secteur soient au courant. Bah, sur la rupture sur la rupture des contrats de travail, s'il y a trop de salariés, on peut pas simplement dire, bah, l'acquéreur en fera son affaire et les licenciera pour motif économique après l'acquisition du fonds de commerce. Ça, c'est pas possible parce que le principe, dans le cadre d'une vente de fonds de commerce, c'est le transfert des contrats de travail, automatique. Et donc, l'acquéreur, celui qui vient d'acheter le fonds de commerce, par définition, il n'a pas de motif économique pour licencier. Donc, si effectivement il y a des ruptures qui sont à faire, parce que bah, la pharmacie perd du chiffre, parce qu'elle perd de la marge ou qu'elle manque de rentabilité, il faut que les ruptures elles soient engagées par le vendeur, quitte à ce que l'acquéreur rembourse le coût. Et c'est d'autant plus important également sur les équipes en tant que telles, puisque c'est pas du tout la même chose à un vendeur qui a des difficultés économiques et doit procéder, par exemple, à un licenciement économique ou proposer une rupture conventionnelle, que quelqu'un qui reprend et qui se débarrasse, entre guillemets, d'une partie de la masse salariale. Et très important aussi, il n'est pas possible dans nos ventes de prévoir que le contrat de travail de un tel ou une telle devra être rompu. Par contre, ce qu'on peut prévoir, c'est une clause d'indemnisation de l'acquéreur par le vendeur si finalement la personne, elle est encore, si la personne est encore dans les effectifs au jour de la vente. Voilà. Et tout ça, ça permet de bien cadrer en fait le risque de contentieux éventuel avec certains salariés. Alors, on va juste répondre à quelques questions. Donc, la dernière question, merci Stéphane. Effectivement, il faut faire la déclaration de CA et on indique bien tout, tout ce qui est hors tranche. Donc, ça, c'est à faire tous les ans. Ensuite, en moyenne, c'est combien le coût? Alors, ça, c'est très, très difficile à chiffrer. Ça dépend alors, après 30 ans d'ancienneté. Global, alors là, je dirais comme ça, fourchette, préparateur, ça peut monter jusqu'à 30K. Et pharmacien, bah, vu que le salaire il est plus élevé, bah, c'est encore plus, quoi. Mais ça, c'est très, 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 très aléatoire et c'est important. C'est une des premières choses à regarder quand vous recevez les éléments, voir depuis quand le ou la préparatrice ou le pharmacien enfin, le pharmacien salarié du coup est dedans. Et donc, faut vraiment, parce qu'il y a une indemnité de départ à la retraite à estimer et enfin, c'est à prendre en compte dans la valorisation, voire même on peut négocier une transaction pour dire que bah, c'est le vendeur qui prend en charge
qui prend en charge, qui prend à sa charge, pardon, les indemnités. Ouais, et en plus, il y a un truc qu'on ne sait pas forcément au jour où on reprend, et ça, c'est hyper important. J'ai eu le cas il y a pas longtemps. Par exemple, une dame qui était pharmacien assistant dans une officine, elle avait à peu près 25 ans, je sais plus exactement, mais à peu près 25 ans d'ancienneté. Et la difficulté qui se posait, c'est que si elle partait à la retraite volontairement à l'âge auquel elle avait acquis tous ses trimestres, donc en l'occurrence c'était dans 1 an et demi, bah ça coûtait à la pharma 1 mois et demi de salaire. Donc elle était coefficient, donc c'était pas non plus, c'était pas colossal. En plus, elle n'était pas à temps plein. Par contre, si elle voulait rester, à partir entre 67 et 70 ans, ils pouvaient lui proposer de partir à la retraite, et à partir de 70 ans, ils pouvaient la mettre à la retraite, les acquéreurs. Sauf que la problématique, c'est que si, entre guillemets, ils la forçaient à partir à la retraite à partir d'un certain âge, donc dans le cas où la loi le permettait, pour le coup, là, ça coûtait comme une indemnité de licenciement, donc près d'1 an de rémunération. Donc le coût, il n'est pas du tout négligeable, hein. Vraiment pas. Vraiment pas. Donc ça, c'est à voir et à négocier avec le vendeur au moment de la session. Maintenant, on va parler du bail. Vas-y, je te laisse. Donc le bail, vous savez que c'est l'élément le plus important en matière d'officine de pharmacie parce que une officine, c'est une adresse et donc une adresse, c'est un Une local. licence. Une licence. Donc, il faut vraiment être hyper vigilant en ce qui concerne la situation du bail commercial. Donc, identifier la nature et la durée qui reste, quand est finalement le prochain terme du bail pour la continuité d'exploitation. Parfois, par exemple, si le bail, il est déjà, le terme est enfin, le bail est ce qu'on appelle en tacite prolongation, c'est-à-dire que le terme est déjà arrivé ou qu'il intervient, par exemple, dans les 6 mois de la cession, il va falloir mettre une condition suspensive spécifique, c'est-à-dire obtenir le renouvellement avant la vente. Il faut tenir compte, enfin, la durée du bail est également importante pour le risque de déplafonnement du loyer. Le risque de déplafonnement du loyer, ça va finalement avoir un impact sur la rentabilité future de votre officine parce que si le loyer est déplafonné, c'est-à-dire qu'il va évoluer plus que l'indexation, pour parler assez simplement, parce que, par exemple, le bail a plus de 12 ans ou parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une évolution des facteurs locaux de commercialité, bah, il faut vraiment en tenir compte pour savoir quel sera le montant futur du loyer. Il faut également distinguer le loyer fixe et le loyer variable dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, les acteurs, enfin les propriétaires fonciers ne connaissent pas forcément très bien le secteur de la pharmacie, les foncières des centres commerciaux, mais on arrive petit à petit à leur faire comprendre quand même ce qu'est la notion de produit cher. Et récemment, par exemple, dans un dossier, nous avons réussi avec le conseil du vendeur à finalement faire en sorte que tous les produits qui correspondent en fait à du chiffre d'affaires dont le prix fabricant hors taxe est supérieur à 150 euros soient sortis de la notion de loyer variable. Donc en fait, on exclut tous les produits chers de la définition, enfin de l'assiette du loyer variable. Surveiller si le bailleur est aussi vendeur des murs, puisque ça, effectivement, si c'est possible d'acheter des murs, de fait, vous capitalisez, donc c'est vraiment l'idéal. Prendre en compte aussi la surface de vente, les aménagements qui sont possibles pour que vous puissiez réaliser toutes les nouvelles missions de la pharmacie. C'est vraiment un élément clé pour la réussite de votre officine, puisque la pharmacie, c'est très particulier parce que c'est à la fois un acteur de santé, mais aussi un espace de commerce. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte quand on va réfléchir à l'emplacement. Et pour info, plutôt pour les acteurs de l'écosystème, en fait, tout le droit des baux, souvent, c'est un levier génial pour valoriser la pharmacie. On pourrait faire 3 heures de formation sans problème sur la question des baux.
parce que il y a des leviers. Si par exemple le loyer est trop cher par rapport à un prix de marché, il y a des choses à faire en fait sur ce bail pour pouvoir mieux valoriser l'officine en fonction de la période du bail, donc notamment au moment du renouvellement, ce qui est vraiment, on va dire, souvent un moment charnière, où il y a vraiment des actions à mener pour faire diminuer le montant du loyer. Voilà. Pour les questions, alors on doit donc stipuler qui prend en charge ces indemnités. Ah ok, les IDR dans le Mm. compromis. Oui, oui. Après, ça reste quand même des négociations, quoi. Il y en a qui disent, bon, pas d'opération financière en soi, mais on le valorise, on le prend en compte dans la valorisation finale de la pharma. Enfin voilà, tout ça, c'est des négociations à mener. Et après, pour Maxime, est-ce que vos conseils concernant les indemnités de licenciement s'appliquent aussi dans la négociation de Oui, valeur des parts de la pharmacie dans le cadre d'une association? oui, Euh, oui, dans les absolument. sessions. Mm, mm. Dans les sessions de part, en fait, dans les sessions de part, on prévoit ce qu'on appelle la réalisation de comptes de référence. Tout est prévu en fait dans les protocoles de session et dans les comptes de référence, on dit qu'il faut provisionner, c'est-à-dire faire comme si virtuellement la charge était payée au jour de la vente. Et on doit provisionner, par exemple, les indemnités de départ en retraite pour les salariés qui ont vocation à partir dans un certain délai. Pour le coup, c'est comme disait Rabat, c'est vraiment de la négociation. Mais souvent, on prévoit qu'il faut provisionner la totalité de montant de l'indemnité de départ en retraite pour les salariés qui ont vocation à partir dans les 2 ans. Donc, soit, bon, ça c'est pour la session de départ, mais pour revenir sur la question du dessus, enfin, c'est de la négociation. C'est soit on dit, bon, bah, l'officine elle vaut 1 million, nous on estime que les IDR, enfin, indemnité de départ à la retraite, c'est tant, est-ce que du coup on le joue sur le prix, ou est-ce que clairement on fait la transaction, enfin voilà, tout ça c'est le tout c'est de le prendre en compte dans l'opération. Ensuite, on va faire un petit focus sur le stock. Il y a nos amis de DG, je crois, qui sont là. Donc, les points importants. Donc, contrôler le niveau de stock, c'est très, très, très important. Généralement, quand il y a une acquisition, surtout, on essaie d'insister auprès du vendeur bien sûr, il ne va pas stocker des médicaments chers, mais en gros, qu'il continue l'exploitation comme si de rien n'était pour ne pas que l'acheteur se retrouve en difficulté avec rien au niveau du stock. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Ensuite, examiner les méthodes d'inventaire, parce qu'un inventaire informatique ou un inventaire physique, etc., il faut que ça soit cohérent, il faut que ça permanence des méthodes, quoi. Donc, faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ça. Faut pas qu'il y ait, j'ai fait un inventaire au 31/12 qui est informatique et après celui-là, enfin voilà, ça peut être sujet à discussion aussi. Recenser les produits obsolètes. Donc, attention, des fois, on se retrouve avec des stocks, avec des choses qu'on sait pertinemment que bah, ils seront ils seront jamais vendables, entre guillemets. Risque de maquillage de marge. La marge, on parle de la marge commerciale pour arriver à la marge brute, mais la marge commerciale, déjà de base, avant même d'arriver à la marge brute, on prend en compte la variation du stock pour calculer la marge. Donc, ça peut artificiellement augmenter ou baisser la marge. Donc, faites très, très attention. La variation du stock, diminution diminution ou augmentation, ben, attention, c'est parce que ça va vraiment faire varier la marge à la hausse ou à la baisse. Nanani, alors, je finis juste les points et après on regarde pour les questions. Donc, gérer les médicaments chers. Donc, gérer les médicaments chers, on est d'accord que les médicaments chers n'ont pas vocation à être stockés. On les commande pour qu'après on puisse les vendre
rapidement et pouvoir, dans les quelques jours d'après, récupérer le cash. Donc, attention à ne pas stocker, attention à bien vérifier qu'il n'y ait pas des médicaments qui sont stockés, des médicaments chers qui sont stockés pour vous retrouver avec une surévaluation, entre guillemets, du stock final et avec des médicaments que vous allez potentiellement pas vendre parce que ben, le patient, il reviendra pas ou malheureusement est décédé. Enfin, voilà. Ensuite, bah, exiger une gestion transparente. Ça, c'est clair. Attention, tu es partout, Laure. Alors, on reprend un peu les questions avant de passer au point suivant. Alors, attends. On avait Peut-être aussi je peux rajouter, un pendant focus ce sur... temps, je ouais, peux vas-y. rajouter sur le stock. Bah, du coup, c'est exactement la slide à laquelle je pensais. Pour ce qui Hmm, concerne le stock des médicaments chers, de plus en plus, on intègre dans nos compromis ou nos protocoles de cession des règles spécifiques sur la reprise des médicaments chers, où on va plafonner les produits chers repris en distinguant les produits chers des produits très chers. Les produits très chers, ceux qui sont de la tranche 5, on va dire qu'ils sont repris uniquement s'ils sont achetés pour des patients spécifiques. Les produits qui sont, par exemple, dont le prix fabricant hors taxe est supérieur à 450 euros, on va, par exemple, plafonner à 5% de la valeur du 5% de la valeur du stock. Bon, évidemment que ça dépend de l'officine. Tout à l'heure, je crois que c'est déjà Inventaire qui disait faut passer par déjà Inventaire. Il y a un truc qui est à peu près certain et qui s'adresse plutôt aux pharmaciens, c'est qu'il est complètement illusoire de se dire qu'on va comptabiliser et valoriser le stock soi-même. Chaque fois où j'ai vu des pharmaciens qui se sont dit oui, mais on est dans une petite officine, on va éviter de passer par un prestataire, on va le faire nous-mêmes. Ça s'est soldé par un litige sur la valorisation du stock. Donc voilà, il y a des méthodes. Si la norme elle fait 90 pages, c'est pas pour faire beau. Et il vaut mieux passer par des spécialistes de la matière. Et ça répond également à une des questions. Est-ce qu'on peut demander de ne pas reprendre certaines marques ou certaines gammes? Oui, c'est possible. Ça, c'est de la négo aussi. Il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est de dire qu'on ne reprendra pas les stocks qui sont au logo du groupement ou qui sont la marque distributeur du groupement en cas de modification. Voilà. Parce que généralement, enfin, on ne garde pas le même groupement entre cédants et acheteurs. Donc ça impacte aussi. Après, je reviens sur la question de Stéphane. Alors, il y a la loi et il y a ce qui se fait. Donc, comme tu dis, peu de pharmaciens le font systématiquement. Pourtant, c'est le code du commerce. C'est dans le code du commerce. Un inventaire physique est censé être fait tous les ans. J'insiste bien, un inventaire physique est censé être fait tous les ans. C'est le code de commerce. Maintenant, vu que aujourd'hui on a des, des, des- des logiciels qui permettent, entre guillemets, de sortir des inventaires informatiques avec ce qui est sorti, ce qui est rentré, machin. Ben, il y en a certains qui jouent sur ça, etc. Mais j'insiste bien que un inventaire physique est obligatoire tous les ans. Et principe de comptabilité aussi, c'est la permanence des méthodes. Donc, ça revient à dire que si vous faites un inventaire physique tous les 31-12, ben, en fait, vous êtes censé le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que si il n'y a pas de permanence des méthodes, ben, il n'y a plus de fiabilité sur le stock. Et après, je rebondis sur ce qu'elle a dit, Emma. Ben, dans tous les cas, faites-vous accompagner. Ne dites pas c'est une petite officine qui fait 1 million ou 500 000 euros de CA, on va faire nous-mêmes l'inventaire. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à prendre en compte dessus. Et le mieux, c'est de se faire accompagner. Et puis, de toute façon, la facture, elle est divisée en deux globalement. Au moment de la cession, ce n'est pas uniquement l'acheteur qui paye les frais enfin, liés à l'inventaire. Donc, c'est 50-50. L'acheteur et le vendeur, chacun paye une partie. Ensuite, on va faire un petit focus sur les remises commerciales et groupements. Moi, je dirais juste un point et après, je laisse la parole
Oui, il faut se mettre d'accord sur la presta, effectivement. Mais la facture est divisée par deux. Euh, Attention, pareil, là, au niveau des remises, c'est pareil que ce qu'on avait dit, les contrats, etc. Attention, ce sont des contrats, même si vous achetez les titres, que ce soit les titres ou le fonds de commerce, ce sont des contrats à fort intitulé, enfin, ce sont des contrats intitulé personnel. C'est pas, ça ne veut pas forcément dire que les contrats, les négociations que l'autre, les accords que l'autre a eus vont automatiquement se reporter sur vous, enfin sur vous, futurs acquéreurs. Parce que généralement, ils prévoient des clauses sur la personne en cas de changement de titulaire, etc. Je te laisse, Emma, continuer sur les autres points. Oui, les accords sur enfin, sur les remises et au-delà, l'adhésion au groupement, même si vous pouvez vous dire, si j'achète des titres de société, donc en gros, si j'achète la société et pas seulement l'activité, pas seulement le fonds de commerce, vous pouvez vous dire, bah, tous les contrats, ils se poursuivent. Parce que, bah, en fait, la société, elle va juste changer de gérant. Sauf que, en réalité, dans la plupart des contrats qui sont conclus avec les groupements, il y a des clauses qui prévoient qu'en cas de ce qu'on appelle de changement de contrôle, on appelle ça des clauses de changement de contrôle, c'est-à-dire en cas de modification de la répartition du capital, s'il y a une vente avec un changement de pharmacien titulaire, le groupement aura la possibilité soit de résilier le contrat, soit le pharmacien vendeur devra notifier le projet de vente. En tout cas, il y a prévu des choses dans ces contrats qui ont vocation en fait à permettre aux co-contractants, c'est-à-dire par exemple au groupement, de dire oui ou non pour l'adhésion du nouveau pharmacien titulaire au groupement. Et c'est hyper important parce que on sait que les groupements peuvent avoir un impact assez important sur le taux de marge de la pharmacie. Et donc, bah, si vous avez un super taux de marge, mais parce que vous êtes adhérent d'un groupement qui a de très bonnes conditions commerciales, peut-être que dans le prévisionnel, il va falloir partir d'un taux de marge, on va dire, normé, assez classique pour voir bah, finalement si vous pouvez quand même vous en sortir avec des conditions commerciales qui sont peut-être un petit peu plus classiques, un petit peu plus classiques. Donc bien étudier tout cela. Euh, la durée encore d'adhésion, ça peut être un élément important quand au contraire vous voulez quitter le groupement, vous voulez changer de groupement, mais qu'il y a par exemple prévu que la pharmacie, bah, elle était engagée pour une durée, par exemple, de 3 ans ou de 5 ans. Important de savoir combien ça coûte si vous voulez sortir avant le terme, surtout dans les hypothèses de vente de parts ou d'actions d'une société. Donc, évaluer les pénalités, les fenêtres de sortie et évaluer au-delà les opportunités d'amélioration de la marge via peut-être un changement de groupement. En tout cas, réfléchir à votre stratégie qui va avoir un impact sur la rentabilité de l'officine après la vente. Euh, donc là, on a bien avancé, on a tenu le timing. Donc là, pour conclure, bon, bah, attention à ne pas analyser uniquement les comptes annuels. C'est très important, j'insiste bien. D'ailleurs, je prévois un webinaire que sur les comptes annuels, mais une pharmacie, ça se vaut et sur les éléments chiffrés et sur les éléments non chiffrés qui gravitent autour de la pharmacie. C'est très, 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 très important à prendre en compte. Donc, il y a les comptes annuels, on va étudier le BE, la marge, etc. Mais si demain, on a beau faire des études de marge, valorisation via le BE, retraité, tout ce qu'on veut sur le chiffre d'affaires, mais si demain, il y a les trois prescripteurs qui partent, bah, en fait, ça vaut rien, quoi. Donc attention, c'est éléments comptes annuels et éléments hors comptes annuels aussi à prendre en compte. Ah oui, important aussi parce que je l'ai vu là récemment, ce n'est pas, je sais que là euh, ce qui se fait là, c'est principalement des acquisitions de fonds de commerce. Mais attention, ce n'est pas parce que vous achetez le fonds de commerce que vous ne devez pas analyser le bilan ou ce qui s'est passé auparavant sur la société de celui qui vend.
Parce qu'en fait, ça peut vous donner beaucoup d'indications. Est-ce qu'il était en difficulté? Est-ce que, enfin, c'était quoi exactement le niveau de l'exploitation? Donc, OK, on acquiert le fonds de commerce, mais attention, il faut aussi analyser tout ce qui est à côté. Et donc, bah, pour conclure là-dessus, bah, privilégier une analyse globale. Donc, croiser chiffre d'affaires, EBE, marge, masse salariale, tout ça, avec les éléments hors bilan qu'on vient d'aborder. Là, il reste 3 minutes avant la fin. Est-ce que vous avez des questions ou des apports que vous voulez apporter ou des compléments d'informations que vous voulez nous donner? Mais dans tous les cas, le webinaire il est enregistré et vous recevrez par mail. Le replay parce qu'on nous l'a beaucoup demandé. Est-ce que vous avez des questions ou des sujets, enfin des sujets complémentaires, j'allais dire, ou des remarques en plus à rajouter? Merci à Là, je toi. pense que ça Désolé, marche. effectivement, tout à Ouais. l'heure, c'était pas, c'était pas des plafonnements, je me suis mêlé les pinceaux. Mhm. Merci, merci. Bah, de toute façon, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous donner plutôt les principales clés, mais bien évidemment que chaque point aurait pu faire l'objet d'un webinaire Ah en tant oui, que un tel. webinaire Donc, à part entière parce qu'il y a tellement de particuliers. Et n'hésitez pas si ce type, voilà, ce type de webinaire vous plaît, on essaiera d'en refaire peut-être. Bon, c'est compliqué de croiser de croiser les plannings là pour trouver la date du jour. C'était très compliqué. Mais on aimerait en faire peut-être un par mois. Ça serait bien si on arrive à suivre le rythme. Donc, n'hésitez pas à nous proposer des sujets que vous voulez qu'on aborde lors des prochains webinaires en 2026, du coup. Donc, l'idée, ça serait de, si on arrive à tenir un rythme de un par mois, ça serait bien. S'entourer de bons professionnels. C'est très large ce sujet. Un grand merci. Alors, ça veut on dire peut- quoi? Comment bien faire la part des choses? On pourrait en parler des heures. Merci beaucoup. Merci beaucoup. bah, Rabat, tu communiqueras nos coordonnées. Enfin, en tout cas, me Oui, concernant, vous n'hésitez pas, même si oui, vous posez vous la pouvez nous envoyer question des du messages sur peut-être. LinkedIn. C'est le plus simple, mais dans tous les cas, dans le mail où on enverra le replay, je mettrai mes coordonnées et les coordonnées d'Emma. Comme ça, bah, si vous voulez nous contacter pour quelle que soit la raison, on sera bien évidemment disponible. Oui, ça va se faire. Ça va se faire, t'inquiète pas. On va on mettra les coordonnées dans le mail qui partira avec le replay du webinaire. Ben, écoutez, merci tout le monde et à bientôt pour d'autres webinaires, je l'espère. Au revoir tout le monde. À bientôt!